Est-ce que vous savez ce que c'est? Ça, c'est le plus grand cimetière allemand en France. 44 833 soldats germaniques qui reposent. Tous tombés entre 1914 et 1918. Cet endroit se trouve au lieu-dit de la Maison Blanche, sur la commune de Neuville-Saint-Va. Mais pourquoi? C'est pas comme si les champs de bataille célèbres de la Grande Guerre manquaient en France. Alors, pourquoi avoir choisi ce trou paumé dans le Nord-Pas-de-Calais plutôt qu'un autre endroit? Pour le comprendre, retournons en 1911. Neuville-Saint-Va se situe en Artois, un bassin minier possédant un sol particulièrement crayeux, très facile à creuser. Les fermes, construites avec la craie trouvée sur place, disposent donc souvent de caves souterraines. Elles produisent de la betterave, qui est ensuite transformée en canne à sucre, puis en confiserie. C'est d'ailleurs la richesse principale du coin. Pourtant, Neuville-Saint-Va ne produit pas de sucre, ni même de textile. Et pourtant, avec ses 150 maisons et ses 1180 habitants, ce bourg est plutôt important. D'autant qu'il est situé à quelques kilomètres au nord d'Arras, la capitale de l'Artois. Non, le village préfère brasser de la bière et moudre du grain, ce qui est assez commode quand on sait qu'il est situé entre la route menant à Lille et celle menant à Béthune. Le tout sur la pente de Vimy qui domine toute la région. Les habitants de Neuville-Saint-Va se surnomment eux-mêmes les Fiers-culs de Neuville. Si on en croit la légende, c'est parce qu'il fallait posséder un cheval blanc pour avoir le droit d'épouser une fille du coin. Un village bourré d'orgueil dans un pays bourré d'orgueil. Il dispose même d'une célébrité locale, François Hennebique. Ce maçon a inventé le béton armé en 1879 et l'a breveté en 1892. Maintenant, c'est un riche homme d'affaires à la tête d'une multinationale comptant 127 concessionnaires répartis dans 38 pays. Ce BG possède entre autres le quasi-monopole mondial du béton armé. Voilà, François Hennebique pèse. Tout cela nous amène en l'an de grâce 1914. Comme l'avait prédit Bismarck, une guerre embrase l'Europe et s'étend aux quatre coins du monde. L'armée allemande se met en marche sur la Belgique, où les belligérants alignent leurs troupes. Le choc est brutal, les pertes sont sans précédent. Rien que pour la journée du 22 août, l'armée française compte environ 27 000 tués dans ses rangs. Devant l'ampleur du carnage, l'armée recule, forçant les alliés britanniques à leur emboîter le pas. L'Allemagne compte sur une victoire rapide en France et fonce donc en direction de Paris. Mais les Français, menés par le général Joffre, mettent tout en œuvre pour les arrêter. Et finalement, l'armée allemande est stoppée le long de la Marne. Sachant que les Russes mobilisent leur armée bien plus vite que prévu, les Allemands placent un nouveau général à la tête de leur armée, Erich von Falkenhayn. Il met sur la table une nouvelle stratégie, tenter de dépasser l'armée française par le nord pour la prendre de flanc, l'encercler et l'anéantir. Problème, les Français ont exactement la même idée. Ainsi, les deux camps tentent mutuellement de se prendre de vitesse, et le champ de bataille s'étend pour devenir une ligne de front, immédiatement fortifiée à la va-vite. C'est ainsi que le conflit arriva en Artois. Joffre crée la 10e armée et la confie au général Mauduit. De son côté, Falkenhayn envoie la 6e armée, commandée par le Kronprinz Ruprecht de Bavière. Les deux camps ont la même consigne, dépasser l'adversaire. Mais, en attendant que nos personnages entrent en lice, prenons un peu de temps pour étudier le fonctionnement de l'armée française. Chaque armée est composée de plusieurs corps d'armée et est commandée par un général d'armée. Le corps d'armée, ou CA, est commandé par un général de corps d'armée. Il est généralement composé de 2 divisions d'infanterie et de troupes spécialisées, comme de la cavalerie, du génie ou de l'intendance. Si vous prévoyez une offensive, vous envoyez au minimum un corps d'armée. Au minimum. La division d'infanterie, ou DI, est commandée par un général de division.
Elle est normalement composée de 2 brigades et de services spéciaux, comme par exemple des ambulances ou de l'artillerie lourde. Pour vous donner une idée, une division, ça fait environ 12 000 hommes. La brigade d'infanterie, ou BI, est commandée par... Hey, un général de brigade, vous commencez à comprendre. Elle est composée de 2, voire 3 régiments. Le régiment d'infanterie, ou RI, est commandé par un lieutenant-colonel, ou un colonel. Il est composé de 2 ou 3 bataillons et aligne habituellement environ 3000 hommes. Le bataillon est commandé par un capitaine, qui lui donne souvent son nom. Il est composé d'environ 1 millier d'hommes. La compagnie est commandée par un sous-lieutenant, ou un lieutenant, et aligne environ 150 hommes. C'est l'unité à laquelle le fantassin se sent généralement le plus attaché. La section est commandée par un lieutenant et est composée de 65 hommes. Enfin, l'escouade est la plus petite unité de cette gigantesque pyramide. Elle est composée de 15 hommes, commandés par un sous-officier, comme par exemple un caporal. Bien que l'armée allemande soit assez différente de l'armée française, elle est construite à peu près sur le même schéma, donc on va pas aller plus dans le détail. Bref, le 30 septembre, les belligérants arrivent en Artois et ils commencent à s'affronter les jours suivants pour le contrôle de l'île, Douai et Cambrai. Les combats sont extrêmement violents. Certaines unités françaises perdent la moitié, voire les 3/4 de leurs effectifs. L'armée française recule dangereusement, et les Allemands ont bon espoir d'encercler et de prendre Arras. Les paysans de Vimy, qui jusque-là n'avaient même pas bougé, croisent des fuyards français, leur hurlant « Partez! Voilà les Allemands !» Les habitants lâchent ce qu'ils ont dans les mains et leur emboîtent le pas, pour aller demander asile à leurs connaissances aux environs d'Arras le temps que les choses se tassent. Dans l'idée, il ne s'agit que de quelques semaines tout au plus avant de pouvoir récupérer leur ferme. S'ils savaient. Cependant, si les Bavarois déferlent sur la région, la ville est trop stratégique pour qu'on la laisse aux mains de l'armée ennemie. On détache alors plusieurs escadrilles, comme par exemple l'escadrille 27 à la 10e armée, qui va effectuer de nombreuses missions de repérage pour l'artillerie, et ce pour un bon moment. Le 6 octobre, alors que les Français organisent leur défense au Mont Saint-Éloi, à Écury et à Roclincourt, les Allemands pénètrent dans Neuville-Saint-Va, dont certains habitants ont refusé d'évacuer. Malgré la supériorité numérique ennemie, les Français se battent comme des enragés. Zouaves, turcos et poilus se sacrifient sans hésiter et sauvent une première fois la ville d'Arras de l'encerclement. Pourtant, les Bavarois gardent l'avantage. Ils ont conquis les points en hauteur de Vimy et de Lorette, ce qui leur permet d'avoir un avantage stratégique conséquent. Joffre tente alors une double contre-attaque. L'une se fera en Champagne, l'autre en Artois, plus précisément sur la face nord du plateau de Lorette. L'idée, c'est que si les troupes parviennent à percer, elles pourront encercler l'armée allemande. En théorie, du moins. Pour appuyer l'assaut, d'autres attaques de diversion seront effectuées dans la Meuse, dans les Flandres et en Argonne. L'attaque est lancée le 8 octobre, mais échoue lourdement. Les Français ne parviennent qu'à regagner que quelques centaines de mètres, et les résultats ne sont pas meilleurs en Champagne. Le 21 octobre, le Kaiser rend visite aux troupes sur place, ce qui est l'occasion pour les artilleurs allemands de faire payer à Arras l'opiniâtreté de ses défenseurs. L'artillerie lourde germanique ouvre le feu. Du 150, du 210 et même du 280 tombent sur la ville, si bien que son beffroi datant du XVe siècle s'effondre à 11h15. Après ce barrage très violent, des projecteurs sont utilisés pour éblouir les Français, et l'infanterie allemande lance l'assaut, et franchit la rivière de la Scarpe qui sépare les deux armées. Les fantassins et chasseurs à pied encaissent le choc comme ils le peuvent, ils contre-attaquent en permanence. Des cuirasses sont distribuées à certaines unités dans l'espoir de limiter les pertes, sans grand succès. Soldats et officiers se font massacrer, mais impressionnent tant et si bien les attaquants que l'offensive cesse le 23 octobre. Malgré de lourdes pertes, Arras est à nouveau sauvé. Pendant ce temps, les autres armées continuent leur mouvement de flanc par le nord. Le truc, c'est qu'au nord de l'Artois, il y a les Flandres. Et au nord des Flandres, il y a la mer. Une fois arrivé là, impossible de contourner l'adversaire. La ligne de front s'étend désormais des côtes belges jusqu'à la frontière suisse. C'est la fin de ce qu'on appelle la course à la mer. Ouais, le nom n'est pas très bien choisi, mais que voulez-vous. Dans cette histoire, il y a un pays qui, toute proportion gardée, a pris plus cher que les autres. Il s'agit de la Grande-Bretagne. En effet, elle avait beau avoir l'armée la plus professionnelle et la mieux équipée d'Europe, elle n'était composée que de 500 000 hommes. Comparé aux millions de gens envoyés par la France et l'Allemagne, c'est vraiment pas beaucoup. Ainsi, avec la retraite de Belgique et les combats dans les Flandres, ils doivent se réorganiser et laisser les Français tenir la ligne le temps de recruter une nouvelle armée. Heureusement pour nous, nos alliés russes ont mobilisé leurs troupes bien plus vite que prévu, ce qui fait que l'Allemagne doit se concentrer à l'Est. Elle n'aura donc pas le luxe de faire de grandes offensives en France avant la fin de l'hiver.
Il est temps de vous présenter un nouveau personnage qui va pouvoir témoigner de ce qui se passe ici. Il s'appelle Victor Châtenay, un avocat parisien qui s'est embrouillé avec un adjudant lors de sa mobilisation. Résultat, lui qui voulait être aviateur, il se retrouve dans le génie, dans une compagnie disciplinaire au milieu de criminels de haut rang. Il fait partie désormais de l'armée coloniale. Il est encadré par des gendarmes et supervisé par des gars de la Légion étrangère. Il côtoie donc des zouaves et des joyeux, des troupes de choc réputées pour leur violence. Son unité est déployée à Mareuil. Leur mission est de défendre la zone. De nuit, ils poussent des barbelés et construisent des abris dans les tranchées. De jour, ils se rassemblent dans l'atelier du menuisier de Mareuil pour fabriquer des raquettes. Il s'agit de petites planchettes rectangulaires en bois auxquelles on donne, à l'aide de couteaux, de planes et de ciseaux à bois, une forme de poignée à un bout. Sur l'autre partie de la planchette, on attache un gros pétard avec une mèche. L'usager n'a plus qu'à allumer la mèche avec un briquet et à balancer l'engin dans la tranchée ennemie. Ça fait un bruit du tonnerre, mais aucun mal. C'est un bel exemple de l'impréparation de notre armée. Les Allemands, eux, avaient des grenades à manche qui font de gros dégâts. Comme nous n'avions rien pour répondre, nous avions imaginé ce pétard de foire qui rassurait nos fantassins par le bruit formidable qu'il produisait. Cela devait aussi très certainement impressionner les frites quand ça leur tombait sur le paletot, mais au bout de quelques temps, ils savaient que les planchettes étaient inoffensives, et j'en ai vu revenir avant d'avoir explosé, renvoyés par les Allemands qui avaient appris à jauger la longueur de la mèche pour savoir s'ils avaient le temps de nous refiler l'engin. Ses camarades sont pour la plupart des meurtriers sans scrupules, pour qui la vie ne vaut pas grand-chose. Ils passent leur soirée à se bagarrer et Victor, à force de les séparer, gagne vite leur respect et leur confiance. D'ailleurs, en lisant ses mémoires, on se rend compte qu'il est du genre à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Le travail, en vérité, n'est pas trop pénible. Nous ne montons plus en première ligne qu'une nuit sur deux, et le front est plutôt calme depuis notre arrivée. Il paraît qu'avant, ça avait bardé très dur du côté d'Écurie et de Roclincourt, où un boyau surnommé la tranchée des Zouaves avait été le tombeau d'un grand nombre de fantassins morts enlisés sous les bombardements. Nous n'avons pas eu beaucoup de pertes. Un camarade fait figure de héros pour avoir eu le bras traversé par une balle perdue. Mais les fusillades causent parfois des accidents. Un fantassin sort de la tranchée juste à côté de moi pour aller ramasser une tête d'obus sur le parapet. Il fait un brouillard à couper au couteau et il reçoit une balle en plein front. Aussitôt, le bruit se répand que les Allemands ont des appareils pour voir au travers du brouillard. Alors que nous rentrons dans les premières lignes à matin, nous sommes durement sonnés par une belle salve d'obus allemands près du cimetière de Mareuil. Et je reçois un choc à la main qui me la laisse pendant 15 jours, tout endolori et sans force. Nos voisins, les joyeux, sont très intéressants à fréquenter. Ces criminels professionnels ont toujours quelques trophées allemands à vendre. Calots, revolvers, ceinturons et même des jumelles d'officiers. On raconte qu'ils organisent eux-mêmes des petites patrouilles, non pas tant pour faire du mal à l'ennemi que pour se fournir en marchandises. Ils sont à coup sûr dangereux, habiles et toqués. Un matin, en entrant dans la cour d'une ferme sur la route des trains où je viens chercher du lait, je vois 3 poilus se jeter à terre, puis un autre demeurer debout aller ramasser un objet au pied d'un mur à quelques mètres. Il y a un légionnaire et 2 sapeurs de chez nous. Celui qui est resté debout est un joyeux. Il avait un obus de 77 non explosé dans sa musette. Alors le légionnaire lui avait dit « Je te donne 100 sous si tu lances l'obus contre le mur ». Le joyeux s'est exécuté et comme l'engin n'a pas éclaté, il grommelle « À boule ton fric !» Grosse ambiance. Malheureusement pour les Français, Ruprecht de Bavière a très vite compris que la situation finirait dans une impasse et qu'il ne parviendrait pas à s'emparer d'Arras aussi facilement. Il sait donc que la guerre de mouvement est terminée et qu'on vient de passer à une guerre de position. Il a donc donné l'ordre de creuser des tranchées et de fortifier les positions conquises en prenant avantage de la hauteur. La guerre prend également une dimension souterraine et les tunneliers des 2 camps commencent à creuser des fourneaux de mines pour faire exploser les positions ennemies. Ces explosions laissent d'énormes cratères en forme d'entonnoir que les 2 camps s'empressent immédiatement d'occuper pour les transformer en positions défensives. Les Français s'acharnent notamment sur Carency, qu'ils comptent reprendre sous peu. De plus, Ruprecht a parfaitement conscience que la crête de Vimy est d'une grande importance stratégique. Les Français tenteront de la reprendre tôt ou tard. Chaque maison est transformée en véritable forteresse, et les pionniers allemands travaillent désormais constamment à améliorer les tranchées de défense. Cela n'empêche pas les Bavarois de continuer à mettre la pression, bien au contraire. Dans la nuit du 5 au 6 novembre, depuis le secteur de Neuville-Saint-Va, le 10e régiment de réserve bavarois tente de conquérir le village d'Écurie qui lui fait face, sans succès. Ils ne parviennent qu'à prendre quelques tranchées aux Français, avec entre autres le lieu-dit nommé la Maison Blanche, un vieux corps de ferme fortifié qu'ils intègrent immédiatement à leur défense. Mais cette pression sur l'armée française a un coût. Les soldats bavarois sont épuisés et les malades se multiplient. Le régiment ne met alors qu'une seule compagnie en première ligne qui se fait relever tous les 4 jours. Ils doivent donc momentanément se limiter au terrain conquis et consolider leur ligne logistique.
De plus, les deux armées doivent se séparer de certaines de leurs troupes pour les envoyer en renfort dans les Flandres, où se déroule le gros des affrontements. À partir de maintenant, seules des petites attaques locales pourront être organisées. Et encore, la météo commence à faire des siennes. Avec le mois d'octobre vient la pluie et le champ de bataille est extrêmement boueux. Les Bavarois tentent de grappiller un peu de terrain aux Français, mais sans grand succès, et au prix de nombreuses vies humaines. Car les Français sont pas stupides, ils imitent les Allemands et creusent des tranchées. L'une d'entre elles, à une centaine de mètres au sud de la Maison Blanche, est attaquée à coups de grenade le 20 novembre à 11h50 par une compagnie bavaroise. Au moment de la relier à leur réseau de tranchées, les sapeurs allemands découvrent avec horreur que les parapets sont faits de cadavres. Cet effroi les stoppe momentanément. Le lendemain à midi, un certain Ketlein s'élance seul pour reprendre les 50 derniers mètres de cette tranchée qui est finalement intégrée au réseau défensif allemand. À ce stade, les Bavarois ont conquis une bonne partie de la plaine reliant la route de Béthune et celle de Lille. Les sapeurs travaillent sur ce secteur nuit et jour, et ils réalisent alors qu'il est presque impossible de déplacer des troupes de manière sécurisée, sans même parler du ravitaillement. Ils utilisent alors les chemins creux déjà existants comme base pour creuser des boyaux de communication. Ils se rapprochent également du côté est d'Arras et sont désormais dangereusement proches de Roclincourt. Sauf que les observateurs français placés sur les hauteurs du Mont Saint-Éloi ne sont pas aveugles. Ils voient que leurs ennemis s'installent pour de bon, ils ne comptent pas leur simplifier la tâche. L'artillerie française fait donc fréquemment feu dans ce secteur, ce qui force les Allemands à travailler avec prudence. Malheureusement, cela occasionne également des pertes chez les civils restés sur place. Le 23 novembre, une vieille Neuvilloise du nom de Félicie Delabre, née le 19 octobre 1839, meurt de ses blessures, très probablement des suites d'un bombardement français. Le 8 décembre, Ruprecht de Bavière distribue cette note à ses troupes. Depuis plusieurs semaines, le premier corps de réserve bavarois mène une attaque lente, mais ininterrompue contre les positions ennemies fortes à l'est et au nord-est d'Arras. Tranchée après tranchée, toutes ces contre-attaques ont été repoussées avec de lourdes pertes, et des centaines de prisonniers ont été faits. Tout cela se déroule sous un feu d'artillerie ennemi intense, impossible à contrer jusqu'à présent avec des forces équivalentes. D'après les informations disponibles ici, les actions du corps ont fortement impressionné l'ennemi. J'exprime ma profonde gratitude au corps d'armée, et je voudrais recommander ces actions à tous les éléments de l'armée, car elles sont exemplaires pour l'avenir. Ça gonfle le moral des Bavarois, notamment le 10e régiment d'infanterie de réserve. Ce dernier s'est d'ailleurs installé un champ de tir sur la face nord de la crête de Vimy pour entraîner ses hommes durant les périodes de repos. Plus les jours passent, et plus la boue cède sa place au gel, ce qui rend les conditions de vie encore plus difficiles pour les combattants. Cependant, Joffre ne compte pas laisser les Bavarois aussi près d'Arras, et compte bien reprendre la crête de Vimy, constat partagé par Foch. Mais pour cela, il faut déjà reprendre l'intégralité du plateau de Lorette. Cette tâche est confiée au général Mauduit, qui en parle à ses subordonnés. Mais il y en a deux qui ne sont pas vraiment convaincus par le plan. Le premier, c'est le général Émile Fayolle, qui a notamment permis de tenir Arras pendant les combats au début du mois d'octobre. Bon, il dit rien pendant la réunion, mais il se dit que cette nouvelle opération est une énorme connerie. Le second, vous le connaissez forcément, c'est le général Philippe Pétain. A l'époque, c'est un véritable ovni de l'état-major français, avec ses idées novatrices qu'il n'a pas peur de présenter. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est pour cette raison qu'un jeune officier nommé Charles de Gaulle choisira son régiment, inspiré par la façon de travailler du bonhomme. Le général Pétain soutient que l'attaque est irréalisable en l'état et qu'il faut demander des renforts. Beaucoup de renforts. Il arrive à convaincre Mauduit, mais les renforts détachés sont très limités. Et ce, pour une raison toute bête, c'est que c'est tout ce qui est disponible pour l'instant. L'assaut a pour objectif le lieu-dit La Folie, sur la côte 140. 140 pour 140 mètres de haut. L'attaque, soutenue par des diversions à Labassé et des actions locales près d'Arras, se déroulera en 3 phases. Jour 1, s'emparer du plateau de Lorette et de la crête allant de Carency à la Targuette. Jour 2, pousser jusqu'à la route de Béthune. Jour 3, passer Neuville-Saint-Va et atteindre la côte 140. Mais les imprévus et les retards s'enchaînent, ce qui n'est pas sans inquiéter les généraux qui y participeront. Fayolle dit même que c'est un projet, je cite, insensé et stupide. Fin de citation. De plus, les Allemands se rendent compte qu'il se prépare quelque chose, car les observations en ballon et en avion se multiplient. Finalement, l'assaut aura lieu le 17 décembre dans l'après-midi. Le matin même, Foch débarque pour prendre la tête des opérations et ajoute une dernière instruction au plan, attendre que chaque phase soit achevée avant de lancer la suivante. Les différents corps d'armée se lancent à l'assaut. Malgré un certain succès initial, les Bavarois contre-attaquent et reprennent le terrain perdu, avant qu'une pluie glaciale accompagnée de vents violents ne tombe sur le secteur. Les combats se multiplient, et à chaque fois que les Français avancent, ils doivent lâcher le terrain conquis
dans les heures qui suivent. De plus, les différentes unités sont mal coordonnées entre elles, notamment l'artillerie qui est mal utilisée. Enfin, la météo est dégueulasse, et les tranchées sont constamment inondées, ce qui paralyse des unités entières, sans parler des canons de 37 qui s'embourbent et des fusils qui s'enrayent. Malgré certains succès locaux, comme la libération de Saint-Laurent-Blangy ou le château de Vermelles, les pertes sont très lourdes dans les deux camps. Après une entrevue avec Pétain, Foch suspend les opérations le 19 décembre, afin de pouvoir préparer correctement la suite des événements, qui est censée être la prise de Carency. En 3 jours, la 10e armée compte 1939 tués, dont 103 officiers, ainsi que 749 disparus, sans parler des nombreux blessés. Le 21 décembre, les attaques reprennent de manière locale, mais ce n'est pas plus concluant. Alternant entre pluie, neige et brouillard, la météo est sans pitié pour les combattants qui s'affrontent même durant les fêtes de Noël. Cette météo nuit particulièrement à l'aviation qui ne peut repérer correctement la zone, mais qui au moins s'habitue à coopérer avec l'artillerie. Et même si ces combats sont surtout dirigés vers Carency et le plateau de Lorette, le village de Neuville-Saint-Va reçoit de plus en plus d'obus et d'attaques. Mais rien ni personne ne passe. Le 10e de réserve bavarois, stationné ici, a repéré les tranchées françaises face à la Maison Blanche et a commencé à transformer sa position en point d'appui. Et ça, c'est pas pour rien. Cette plaine sert de point de jonction entre la 1re et la 5e division de réserve bavaroise. D'ailleurs, les troupes partagent la zone avec le 12e régiment de réserve bavarois qui, techniquement, est détaché à la partie est du secteur. Il faut donc le renforcer, encore et encore, malgré le chaos ambiant. De toute manière, Foch n'a pas un seul corps d'armée à envoyer en renfort. Devant l'absence de résultats concrets, il faut dire qu'aucune unité française n'a réussi à seulement atteindre la 2e ligne allemande, il suspend l'offensive officiellement au début du mois de janvier 1915. Le bilan est lourd. Plus de 7700 tués chez les Français et à peu près autant chez les Allemands. Le général Mauduit, responsable de la 10e armée, sort de cette bataille avec la réputation d'un boucher inefficace qui n'a que faire de la vie de ses hommes. Mais dans les deux camps, on sait que ce répit ne sera que de courte durée. Les travaux d'aménagement redoublent donc d'intensité. Et, sous l'impulsion du général Pétain, on teste de nouveaux gadgets qui pourraient peut-être peser dans la balance. Victor Châtenay est alors dans le secteur de Carency chargé de préparer des fourneaux de mine pour la prochaine attaque. Son témoignage est un peu sceptique à propos des nouveaux outils. Je n'ai pas moi-même vu la brouette coupe-réseau de barbelés en action, mais on disait qu'elle faisait un raffut terrible qui alertait l'ennemi, et qu'il fallait être fort comme un cheval pour la pousser sur un terrain non préparé. Mais j'ai vu fonctionner le canon porte-amarre. Il envoyait un crochet dans les réseaux de barbelés d'en face, puis les arrachait et les tirait à lui au moyen d'un treuil. Certes, il n'y avait plus de barbelés juste devant les tranchées allemandes pendant quelques jours, mais un énorme tas infranchissable était roulé devant nos premières lignes. Ah, si la guerre des tranchées est éprouvante, celle qui se joue sous terre l'est encore plus. Travailler aux galeries de mines est souvent une punition. Dans ces souterrains étroits, l'air est souvent irrespirable, si bien que les tunneliers s'évanouissent régulièrement en remontant à l'air libre. Et ça, c'est quand les ennemis ne font pas péter un camouflet, c'est-à-dire une petite mine destinée à faire s'effondrer les tunnels. Une contre-mine, si vous préférez. Il faut donc constamment s'arrêter de travailler et écouter pour deviner ce que fait l'adversaire. Et la météo terrible du mois de décembre ne s'améliore pas en janvier. Le général historien Barthélemy Edmond Pala raconte « D'Arras au bois de Bertonval, nous sommes obligés d'évacuer les éléments de première ligne, où des hommes s'étaient enlisés jusqu'aux épaules. On en arrive à la relève quotidienne des troupes, en dépit de ces inconvénients majeurs. La pluie fait néanmoins un supplice de séjour de défense insuffisamment aménagé. Constamment imbibés d'eau et enduits de boue, les vêtements n'offrent qu'une protection illusoire contre le froid, malgré leur poids écrasant. La baïonnette se rouille dans le fourreau. Pas de grenades, et nos fusils, véritables blocs de boue, sont inutilisables. Le pain du sac se ramollit, reproduisant les caractères d'imprimerie du journal qui l'enveloppe. À chaque pas, les brodequins troués font jaillir l'eau qu'ils ont absorbée. Constamment, les genoux sont glacés. Le passe-montagne et le cache-nez dont s'affublent les soldats distillent des gouttes d'eau froide qui tombent dans leur cou pendant des heures interminables. La relève est d'une tristesse tragique. Il fait d'ordinaire nuit noire. Nous nous enfonçons dans la mélasse jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses. Bâtons et fusils servent de béquilles dans ce terrain mouvant. Chaque fois qu'une fusée éclairante siffle dans l'air, on se courbe en deux, les fesses dans la glu glacée. Un faux pas, c'est la chute dans un de ces monstrueux trous de marmite. C'est l'enlisement jusqu'aux épaules, dans la boue qui happe, attire, étreint. C'est la mort si des camarades dévoués à l'aide de cordes ou de perches ne vous arrachent après plusieurs heures de travail à cette glu immonde. On marche, on glisse, on tombe, on se relève en jurant. On a perdu la file, on se fait pousser, bousculer. On saisit pour ne plus perdre la courroie de charge de l'homme qui vous précède. Il vous rejette une bourrade.
Chute à droite, chute à gauche, un fil téléphonique vous prend la gorge. Une planche en travers vous accroche le pied. Ce n'est plus un soldat, c'est de la boue qui marche, et parfois de la boue sanglante. Ceux qui ont fini s'en vont loqueteux et sordides, grelottants, harassés. Ceux qui restent, guère plus brillants, s'aménagent un semblant de toit avec un coin de toile de tente, avec un peu de glaise amassée sur quelques brindilles. Les plus vénards avec un fragment de tôle qui traînait dans la boue, ou avec des planches arrachées par le bombardement du jour à un abri. Des blocs de boue, je ne sais pas pour vous, mais perso je trouve l'image saisissante. Pour le coup, le général cite Jean Galtier-Boissière, un journaliste qui a vécu dans ces tranchées artésiennes et a vu l'émergence de cette expression devenue courante là-bas. D'ailleurs, Galtier-Boissière en profitera pour écrire ces mots. Le clair de lune éclaire étrangement l'extraordinaire costume de ces hommes bizarrement harnachés qui sortent de l'enfer. Exténués, brisés de fatigue et d'émotion, voûtés, les jambes à demi pliées, les poilus avancent lentement. Peu ont la force de parler, beaucoup sommeillent en marchant. Harassé moi-même, tremblant de fatigue, je me sens pénétré d'une étrange fierté. Fierté d'être parmi ces bonhommes, d'être un bloc de boue parmi ces blocs de boue. J'admire l'inconcevable endurance de ces poilus, humbles petits êtres de chair et d'os, périodiquement jetés dans un inimaginable enfer, maintenus éveillés des jours entiers dans le plus terrifiant des cauchemars. Je reste stupéfait devant l'extrême ressort de ces bonhommes, qui à peine sortis de la fournaise, oublient leur martyr, retrouvent leur insouciance et leur bonne humeur. Devant l'héroïque abnégation de ces héros naïfs, obscurs, sans histoire, que soutient, plus que l'espoir d'une vaine récompense, un prodigieux amour-propre et l'admirable orgueil d'accomplir des destinées inouïes. C'est dans cette ambiance pesante qu'une chanson un peu spéciale est écrite, la chanson de Lorette, une reprise de Bonsoir Mamour de Jean Sablon. Car si nous avons de très bons canons, les Boches répondent à leur son. Ces paroles sont lourdes de sens car c'est le moment de parler un peu d'artillerie. On distingue d'un côté l'artillerie de campagne, conçue pour abattre l'ennemi, et de l'autre l'artillerie lourde, faite pour détruire les défenses. Les Français disposent alors du meilleur canon de campagne du monde, le légendaire canon de 75. Pas mal, non? Il a la particularité d'avoir une cadence de tir inégalée, ce qui en fait une véritable fierté nationale. 75, semi en petit joujou. 75,
canon-là est un bijou. Quand il tire, il ne rate jamais son coup. On peut dire, le 75, ça c'est à nous. Vous avez certainement, messieurs les Allemands, inventé de très colossales machines avec lesquelles, j'imagine, vous pensiez terroriser les braves gens. Vos hangars étaient pleins de taupes et de zeppelins qui tuent si bien les enfants et les femmes. Enfin, comme ultime réclame, vous aviez le 420. Mais nous avons dans tous les cas, n'oubliez pas, 75 ennemis en petits joujoux. 75, ce canon-là est un bijou. Quand il tire, il ne rate jamais son coup. On peut dire, le 75, ça c'est à nous. Là-dessus, on a l'avantage sur les Allemands. Cependant, l'artillerie lourde a une plus grande portée que l'artillerie de campagne, et là-dessus, l'Allemagne est clairement en avance. Et un canon qui tire, ça fait du bruit. On pratique donc ce qu'on appelle la contre-batterie, c'est-à-dire utiliser sa propre artillerie pour détruire celle qui est en face. Et comme les Allemands ont l'avantage de la portée, la cadence de tir du 75 ne sert plus à rien. Cependant, les gigantesques batailles de l'année 1914 et l'idée que la guerre serait courte amènent à un constat terrible, les deux armées manquent cruellement de munitions. C'est ce qu'on appelle la crise des obus. Ainsi, en janvier 1915, on commence à économiser pour avoir de quoi se battre pour les prochaines offensives. Mais le plus gros problème, ce n'est ni le manque de munitions, ni la supériorité de l'artillerie lourde allemande. C'est la fabrication des obus. En effet, les femmes ont remplacé les hommes dans les usines d'armement et elles ont dû apprendre le métier sur le tas. À cause de ce manque de formation, de nombreux obus sont défectueux et susceptibles d'exploser lors de leur mise à feu, ce qui entraîne généralement la mort des artilleurs et la destruction de la pièce. Pour vous donner une idée, au début du conflit, il y avait un obus défectueux sur 500 000. Au début de l'année 1915, c'est 1 sur 4000. En d'autres termes, les incidents de tir ont été multipliés par 125. Résultat, l'armée française perd plus de canons à cause de ces obus foireux qu'à cause des tirs ennemis. Et ça, c'est con. C'est français. Le mois de février 1915 arrive, et good news, la nouvelle armée britannique commence à débarquer sur le continent. Elle prend position dans les Flandres, aux côtés de l'armée belge, et elle libère progressivement plusieurs divisions françaises. Ces troupes nouvellement disponibles pourront être très utiles si l'on souhaite mener une nouvelle offensive. Au milieu du mois de février, le temps se dégage un petit peu. Ça permet aux escadrilles de la 10e armée d'effectuer plusieurs missions de reconnaissance dans le secteur de Neuville-Saint-Va et ses environs. Bien que ce soit assez confortable pour repérer les positions d'artillerie et se livrer à des petits duels de canon, les nuages et la brume empêchent de cartographier efficacement le terrain. Le 3 mars 1915 à 7h du matin, alors que la zone est plongée dans le brouillard, les Allemands lancent l'assaut pour reprendre les tranchées prises par les Français sur le plateau de Lorette. Ils font sauter 16 mines et exécutent un grand barrage d'artillerie avant d'envoyer l'infanterie. Le choc est brutal, et de nombreux Français sont faits prisonniers. Mais 30 minutes plus tard, les 75 ripostent, et tirent sans interruption jusqu'à 17h. Ces tranchées ont été conquises par la France au prix fort, il est hors de question de les perdre aussi facilement. On contre-attaque. Les combats à coups de grenades se finissent souvent au corps à corps dans une confusion extrême. Dans ce chaos, il est impossible d'évacuer les corps. Ceux-ci sont au mieux enterrés dans les trous de but, au pire utilisés pour réparer les tranchées. Ces attaques et contre-attaques incessantes durent de longues journées et s'étendent sur les communes voisines. Chaque jour, cette tuerie de masse provoque des pertes gigantesques pour quelques mètres de terrain. Et cela dure encore et encore et encore pendant tout le mois de mars. Finalement, ce carnage coûteux en hommes et en munitions aura permis à l'armée allemande de regagner entre 50 et 250 mètres de terrain. Une broutille pour des combats aussi éprouvants. Résultat, le promontoire de Lorette est désormais surnommé la butte de la mort. Charmant. Mars 1915 marque une réorganisation complète de l'armée allemande. Désormais, chaque division aura 3 régiments au lieu de 4. Ça fout un bazar administratif assez astronomique. Mais en ce qui nous concerne, ça change pas grand chose. Parce que le 12e régiment de réserve, qui faisait partie de la première division de réserve, et qui faisait la jonction avec le 10e régiment de réserve de la 5e division de réserve,
passe sous contrôle de la 5e division de réserve. En d'autres termes, les gars, ça fait 6 mois que vous êtes là à faire les liaisons, vous faites du super boulot, alors restez là. Ce changement purement administratif n'est pas la seule irrégularité du 12e de réserve bavarois. En effet, le colonel Schmaus a été promu général, mais a gardé le commandement de son unité. Et un régiment commandé par un général, je vous assure que c'est pas banal. Enfin, à la fin du mois de mars, les 10e et 12e régiments de réserve bavarois reçoivent des instructions en ce qui concerne leur secteur. Ils doivent relier entre elles les défenses de première et de deuxième ligne dans le secteur couvrant Neuville-Saint-Va et la plaine de Ventelle, et contribuer à aménager la troisième ligne. Les tranchées se multiplient. Le tout est parsemé d'innombrables abris souterrains et de coupoles bétonnées, ainsi que d'obstacles souvent barbelés. L'endroit est un tel dédale que les Français lui trouvent un surnom qui restera dans l'histoire. Le labyrinthe.